Quand on achète une voiture de luxe, c'est pas pour sa beauté en vérité. Mon père il m'a dit c'est soit tu travailles, soit tu vas à l'école, mais il y a personne qui reste à la maison. Sinon tu sors. J'ai pris l'argent de France pour faire mon investissement aux États-Unis avec du crédit à la consommation. Moi déjà j'ai banni le mot discipline parce que c'était vraiment chiant. En fait, la discipline ça fatigue. Et en vérité, la peur est un indicateur d'évolution. L'argent n'est ni bien ni mauvais. Il n'est que le révélateur de qui tu es. Yoko Minasan et bienvenue sur Spirit Success Money, l'émission qui rassemble les ambitieux d'aujourd'hui et de demain. Ici, on parle principalement d'argent, de réussite et d'entrepreneuriat. Alors, si tu veux connaître les histoires des personnes ambitieuses telles que toi, n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, nous accueillons Enzo. Enzo, qui est entrepreneur, investisseur et auteur. Bonjour Enzo. Bonjour Duran. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ah, ça va super. Alors, pour notre public et pour mes abonnés, est-ce que tu peux te présenter très rapidement, vraiment très rapidement, s'il te plaît ? D'accord, pas de problème. Je m'appelle Enzo, j'ai 37 ans, je suis investisseur, entrepreneur et auteur. Donc voilà, J'ai investi dans l'immobilier aux États-Unis, alors que je ne parlais pas anglais. J'ai créé en France, j'ai sorti un livre sur le développement personnel, sur la gestion de la peur. Je ne savais pas écrire des livres. Et là, je sors ma marque de montres premium, mogul, haut de gamme, en France, en e-commerce. Waouh! Ah ouais, un sacré palmarès déjà, à 37 ans, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ça va. Ok. Alors, tu sais que moi, je suis un gars des détails, j'aime qu'on rentre dans les détails un petit peu, et surtout pour mes abonnés, j'aime qu'on leur donne un petit peu les petits trucs qui leur permettent, ou qui peuvent leur permettre en tout cas, de réussir. Alors, on va rentrer dans ton histoire, on va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que tu as pu en arriver là où tu en es aujourd'hui. Alors, pose-nous le décor, s'il te plaît, raconte-nous un petit peu où, quand et commence l'histoire de Enzo. Voilà, parle-nous du kebab à côté de chez toi, la police, je sais pas, mais voilà, on veut tout savoir. À quel âge ça a commencé pour toi ? Alors, Enzo, voilà, j'ai grandi dans le 94, à Vitry-sur-Seine. Et j'étais dans un quartier très compliqué. Très compliqué. Dans ma jeunesse, la chose que je me suis dit, c'est que tout autour de moi, le problème, c'était l'argent. Je me disais que le vrai problème, c'était l'argent. Donc, j'avais tout de suite compris qu'il fallait faire de l'argent, quoi qu'il arrive. Et tout, très tôt. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là ? Je crois que j'avais peut-être 11 ans, 12 ans, où je me suis dit, c'est le moment, j'ai envie de faire de l'argent. Déjà, j'avais ce truc où j'avais envie de faire de l'argent. J'avais déjà envie de faire de l'argent. Ah ouais, moi, je sais pas s'il y a 12 ans, je pensais à ça. Ouais, non, parce que aussi, il faut le dire un truc, c'est que mes parents, surtout du côté de ma mère travaille, mais elle faisait beaucoup de robes. Elle faisait des robes, elle les faisait elle-même avec son appareil à couture. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de personnes qui venaient chez moi. Très turnover, des mères de famille, etc. Des vêtements, des pagnes, des vêtements africains. Et donc, du coup, je voyais toujours ma mère en train d'échanger, voir de l'argent, les robes, etc. Donc, il y avait déjà un petit peu ce côté, tu voyais souvent des transactions, l'argent, tout ça, cet esprit-là. Oui, directement. Du côté de ma mère, c'est ça et je le sais que c'est ça qui m'a donné ce goût-là. Parce que j'étais le seul de la famille. J'ai 2 sœurs, j'ai un frère. Mais c'était moi qui étais plus concentré sur ça. Je regardais ma mère à chaque fois et tout, etc. T'es le plus grand, toi, non ? Non, je suis le deuxième. Le deuxième. J'ai une grande sœur, j'ai une petite sœur, un petit frère et une autre petite sœur. Ok. Et à ce moment-là, quand tu t'es dit, ok, je crois qu'il faut que je fasse quelque chose par rapport à l'argent, c'était quoi ton pourquoi ? Il n'y avait pas de Il n'y avait pas vraiment de pourquoi. Quand tu es jeune, il n'y a pas de pourquoi. Tu as envie de faire comme tout le monde, tu as envie d'avoir de l'argent parce que tu as l'impression que quand tu as l'argent, tu as la liberté, tu peux faire ce que tu veux. C'est justement pour ça. C'est ça le pourquoi. Tu voulais en fait ce sentiment. Ce sentiment de je peux faire ce que je veux. De possibilité. Exact. Et je crois que mon premier boulot, ça a été un boulot un peu, un peu underground, si on peut dire ça. J'étais avec ma mère et j'étais parti au marché. On fait le marché, tout ça, parce que j'aime bien l'accompagner au marché, tout ça, etc. Et je vois des petits de mon âge qui sont au marché et ils travaillent. Et je me dis, comment ça se fait, ils travaillent et tout. Je vais voir un petit, de mon âge, et je lui dis, comment t'as fait pour travailler ? Et il me dit, va voir l'autre, là, le mec là-bas, un jeune qui avait peut-être 17 ans, 18 ans. Il me dit, si tu veux travailler, tu lui poses la question. Donc moi, j'y vais, je vais le voir. Et je lui dis, j'aimerais bien travailler et tout, etc. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a même pas demandé mes parents, tu vois. Il m'a même pas demandé, l'accord de mes parents. Il m'a dit, tu peux venir à 4h du matin ? Je lui dis, je peux venir à 4h du matin. Il m'a dit, sois là samedi à 4h du matin. Et moi, ma mère, comme elle travaillait, mon père, il travaillait tout le temps. Du coup, moi, je dis à ma mère, j'ai une sortie à 4h du matin à l'école et tout, etc. Ma mère m'a même pas posé la question. Elle m'a dit, ok, vas-y. Parce qu'elle avait tellement de
tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire et tout, etc. Okay. Donc, ils se sont dit, ouais. Moi, j'avais déjà ce côté très autonome dans ma famille. Donc, mes parents me posaient pas trop la question, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et tout. C'est moi qui allais chercher mes petites sœurs et tout ça, mes petits frères. Très jeune. Okay. Donc, il n'y avait aucun problème. J'étais déjà tout seul à la maison, j'avais déjà tout faire. Donc, il n'y avait pas ce problème, tu vas faire où, quoi, etc. Ils avaient un peu une confiance. Donc, moi, je pars, je vais au marché, 4h du matin et je monte le stand. Ah, ça... 4h du matin, ouais. Ça piquait. Ah, ça pique, tu montes le stand et tout, etc., etc. Et après, on se met à vendre. Ouais, on vend et tout, etc. Et je vendais des vêtements, tu sais, friperie un peu à l'ancienne, tu vois. Des vêtements qu'on veut se débarrasser, mais voilà. Et je finis jusqu'à 14h, je crois. J'étais mort complètement lessivé, tout, etc. Pour 12-13 ans, ouais, je crois que j'avais 13 ans. C'était super compliqué, super dur pour moi. Mais j'avais senti la dureté de la vie, quoi. Ouais. J'ai senti, c'est comme ça qu'il faut travailler, c'est ça le charbon, ça fait mal et tout, etc. J'avais compris ça. Et mais t'avais ton oseille à la fin. Bah, à la fin, j'ai reçu, je crois, peut-être 30 €, 40 €, un truc comme ça. Okay. Et il y a eu un truc, c'est que quand je l'ai eu dans la main, l'argent, ça fait un tilt où j'ai dit, ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais faire que ça. Le petit déclencheur et tout à ce moment-là. Il y a eu un déclenchement où ça a fait... on s'est dit, ouais, c'est ça, je vais faire ça. Je vais faire ça toute ma vie. Ok. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'est là où tu t'es dit, ok, après cette expérience-là, comment tu t'es dit, je vais créer mon propre truc? Est-ce que ça t'est venu tout de suite ou est-ce qu'il y a encore eu des étapes avant ça? Non, il y a eu des étapes, il y a eu des grosses étapes. Et en vérité, c'est que mon père, il regardait souvent Capital. Ok. Économie, tout ça, etc. Et moi, je regardais souvent. Et à un moment donné, il parlait d'un jeune homme issu de banlieue qui avait réussi dans le streetwear. Il avait réussi en France, puis après, il s'est exporté aux États-Unis et tout ça. Et il avait bien marché. Et lui, quand je l'ai vu, j'ai dit, voilà, c'est ça que je veux faire. J'ai envie d'être un homme d'affaires. J'ai envie d'être ça. Tu vois, aller de gauche à droite, dans n'importe quel pays, faire de l'argent, etc. Donc, c'est vraiment lui qui... Ça m'a tilté. Ça m'a vraiment là. Là, c'est ça vraiment... t'a touché. Ouais, là, c'est vraiment là où ça m'a touché, où je me suis dit, non, maintenant, c'est ça que je veux faire. J'ai envie d'être un homme d'affaires. Ok. Du coup, moi, très jeune, je me suis mis à travailler. Je crois que 16 ans, j'avais un contrat étudiant, un truc comme ça, en même temps avec le collège. Ouais. Donc, je me faisais de l'argent, etc., etc. Et après, à 18 ans, j'ai décidé de quitter l'école. Ok, parce que j'allais te poser la question de comment ça se passait à l'école, justement. Non, j'étais nul. J'étais nul et c'est pas genre je suis intelligent, genre j'arrive à réussir mes exercices d'un coup, genre j'écoute à moitié le... Ouais, non, j'ai des bonnes notes et tout. Ouais. Non. J'étais nul de A à Z. Je voulais rien savoir, ça m'intéressait même pas. Et les parents, du coup, là-dedans... non, les parents... Ils calculaient pas trop. Occupés, pas le temps, etc. Généralement, c'est l'inverse. Généralement, les parents, ils sont graves sur notre dos. Et... Non, ils avaient pas le temps. Ils avaient vraiment pas le temps. Et moi, j'étais vraiment nul. Mais il y avait un truc... Ça, je le savais, c'est que j'adorais lire et je lisais beaucoup de livres. Mais beaucoup de livres sur la culture du monde, comment ça se passe dans les pays, l'histoire. Ça m'intéressait vraiment. Je m'évadais complètement dans ce truc-là et je me disais, c'est trop intéressant, j'aime trop. Du coup, c'était de la culture. Et des fois, quand j'en parlais avec des personnes, des premiers de la classe, je leur disais quelques trucs. Ils me disaient, mais comment tu sais ça? Ou même les profs, ils me disaient, mais comment tu sais ça? Ton âge et tout, ça devait surprendre un peu. Ouais. Ça, c'était des trucs que j'aimais bien. Mon père, il avait une bibliothèque, donc il y avait tout, même des livres religieux, etc., etc. Et moi, je lisais tout ça juste parce que j'avais envie de comprendre ce qui se passe hors de chez moi, juste comprendre ce qu'il y a à l'extérieur de ma banlieue, etc. Ça me faisait kiffer vraiment, tu vois. Et du coup, ça a réveillé ce truc de curiosité, ça a réveillé ce truc que je veux pas être que école, je veux sortir, être dans le monde. Voir autre chose. Ouais, voilà, je veux être dans le monde, je veux comprendre, je veux... Tu vois, okay. Et comme j'avais déjà appris à mes 12 ans le marché, où je me suis levé le matin, la galère, monter le stand, et c'était fatigant. Moi, j'étais tout frêle, tu vois. Il fallait tirer, tout ça, etc. C'était très compliqué. Et du coup, j'avais ce truc où, qu'est-ce que ça peut me faire, tu vois. J'ai déjà compris que ça fait mal, donc qu'est-ce que ça peut me faire. Donc après, directement, j'ai quitté... 18 ans. T'as quitté l'école. Ouais, j'ai quitté l'école. Ok. Et quand t'as quitté l'école, comment ça a été un peu reçu par ton entourage, tes amis, ta famille? Surtout ma famille. Mon père, il m'a dit, c'est soit tu travailles, soit tu vas à l'école, mais il n'y a personne qui reste à la maison. Sinon, tu sors. Et donc, tu dégages. Ça, tu dégages. Moi, je pense qu'il pensait vraiment que j'allais repartir à l'école. Malheureusement, j'avais trouvé un boulot. Pour lui. J'avais trouvé un boulot. Le petit, il était débrouillard. Ouais, j'ai trouvé un boulot. C'était l'intérim. J'avais trouvé un boulot. Ça a commencé comme ça, quoi. J'ai fait des boulots plus bas, tu vois, le bas de l'échelle. Tu sais, quand t'as pas de diplôme, t'as rien, parce que j'ai même pas le brevet, rien du tout. Rien du tout. Donc, du coup, ça a commencé à manutention, soulever des cartons, machin, après dans des chantiers, etc., etc. Ok, vraiment les petits trucs et tout. Parce qu'il y a encore ce truc auquel on pense qu'il faut absolument...
mentalité change un petit peu aujourd'hui, Ouais. mais il y a encore ce truc qui reste de si je veux réussir, il faut que je fasse des longues études et que j'ai de bons diplômes. Mais du coup, là, toi, tu es en train de nous dire qu'en fait, pas vraiment, quoi. Pas vraiment. C'est surtout le fait que je lisais beaucoup. J'avais des livres management, des livres. J'aimais bien la psychologie de la vente, comment être vendeur, la perception, les machins. Voilà, être leader, c'est surtout ça. Ouais. Leader, j'aimais bien et tout, etc. Donc du coup, je rentrais dans ce système-là et même les personnes avec qui je travaillais dans la manutention, tout ça, etc. Ouais. Ils disaient mais qu'est-ce que tu fais là? En vérité, t'es pas dedans. C'est pas ta place. C'est pas ta place. Ils me disaient tout ça. Tu t'es perdu un peu. Ils me disaient c'est pas ta place. Je dis ouais mais il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent. Donc j'étais dedans à fond. Okay. Et moi, dans mon quartier, il y a plein de personnes, ils étaient dans la musique. Donc moi, du coup, je suis rentré dans la musique aussi. Dans la musique, on essayait de se débrouiller, etc., etc. Et moi, j'ai eu l'idée de faire mon propre studio d'enregistrement chez moi. Donc j'ai tapé sur l'ordinateur comment faire un studio. J'ai trouvé ça, il faut faire ça. Ouais, t'as pris les équipements, tout le matos. J'ai fait ça chez moi. Et puis après, je disais aux personnes, oui, venez enregistrer, tout ça, etc. Donc il y en a, c'était gratuit, des amis. Ouais. Et puis il y avait d'autres personnes qui avaient rien à voir avec du rap ou mais de la musique et tout ça, etc. Je leur faisais 5 € l'heure, un truc comme ça pour tester et tout. Donc je me faisais un peu d'argent comme ça, tu vois. Au fur et à mesure du temps, j'ai rencontré des personnes. Eux, ils avaient des associations. M'ont conseillé, ouais, tu devrais faire une association, comme ça, t'as des aides, etc., etc. Je dis, ah ok, d'accord. J'ai étudié un peu le truc et puis je me suis dit, tiens, je vais faire une association. Donc j'ai fait une association. Avec l'association, ça a été bien. J'ai pu faire quelques concerts, mais moi, je me suis mis dans la chanson. Mais après, j'ai arrêté parce que moi, en vérité, j'aime trop être derrière, j'aime trop... Un peu gérer. Ouais, un peu gérer. J'aime bien gérer ça et tout ça, etc. Et tu faisais tout ça pendant que tu travaillais aussi à côté? Ouais, je travaille. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. Les 12 ans, là, depuis l'âge de 12 ans, il y a toujours eu intermédiaire. Parce qu'en fait, dans la banlieue où j'étais, dans mon quartier, personne avait un seul boulot. Tout le monde faisait quelque chose à côté. Il y avait toujours ce truc. Mes parents, les parents de mes amis, tout le monde avait ce truc ce mindset de pas avoir qu'une seule ressource, tu vois. Ok, d'accord, donc, intéressant. Tout le monde avait sa chose. Ok, et donc après là, tu as le studio, tu commences à comprendre qu'en fait, toi tu veux gérer plutôt les choses et pas forcément être celui qui exécute. Ouais, l'artiste, ouais. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire à partir de ce moment? Après, j'ai monté mon association. Avec mon association, j'ai pu faire un deal avec une boîte pour avoir une machine à faire les vêtements. Tu vois, maintenant, je fais l'impression directement. J'ai dit juste le textile et je peux, sur ordinateur, mettre l'impression sur le textile directement et le vendre. Et donc, à partir de là, je me suis dit, OK, il y a des artistes, il y a des personnes qui veulent faire des enterrements de vie de jeunes filles ou de garçons ou des anniversaires ou autres. Je me suis dit, tiens, je vais faire des vêtements et je les vends à eux ou en gros ou en détail. Puis voilà, je me fais de l'argent aussi. Donc, j'ai commencé à faire ça. Donc, c'était pas mal. C'était mon expérience bien hustler, bien charbon, bien... ouais. C'est à partir de là que j'ai... Ça a duré combien de temps, ça, à peu près? Oh, longtemps, hein. Très longtemps. C'était pas l'activité vraiment phare que je me disais dans ma tête, parce que je travaillais aussi à côté. Donc, c'était un peu haut et de bas. Des fois, quand ça marchait, je disais, ouais, non, je suis là, je peux vous faire votre truc. Et puis, je le faisais, tac. Et puis, ça m'apporte de l'argent. Ok. Ouais. Et juste après, alors, c'est quoi l'étape qui est venue juste après, quand tu as décidé de... Est-ce que là, c'est directement, tu as enclenché? Parce que je me rappelle que tu me disais que tu avais travaillé dans un hôtel et tout pendant un moment. Ouais. À un moment donné, je suis parti travailler, je suis tombé dans un hôtel. Et dans cet hôtel-là, j'ai rencontré mon mentor. Je considère mon mentor. Ouais. Parce que lui aussi, il venait d'arriver. Ils étaient en train de restructurer l'hôtel et tout, etc. Lui, il est arrivé. Moi, je suis arrivé directement. Et il avait senti, lui, que j'avais ce truc débrouillard. L'œil vif. Ouais, voilà. J'étais pas le salarié qui attend le patron. Ouais, qu'est-ce qu'on doit faire? Je me débrouillais et il n'entendait jamais ce qui se passait de mon côté, quoi. Moi, je m'occupais du petit-déj à l'époque. Donc, dès que je suis arrivé, moi, j'ai dit, on change la méthode de la direct. cuisine. T'as proposé tes trucs et tout. Il y avait trop de sucré. J'ai dit, on enlève le sucre parce que ça coûte trop cher. On met de la charcuterie parce que ça, c'est... Donc, t'avais déjà mis un peu le nez dans combien ça coûte ça, combien ça... Ouais, déjà, de toute façon, il disait, ouais, on perd beaucoup. Et moi, je disais simplement, mais c'est quoi qui fait qu'on perd beaucoup d'argent? Il disait, ouais, il y avait trop de sucre, il y a ça, les céréales, la confiture, machin. J'ai dit, vas-y, on enlève, on diminue. Il y a 10 confitures, allez, on passe à 3 ou 4. On met Nutella, ça récupère plein de trucs, tu vois, du chocolat, ça récupère rapidement. Après, tu mets fraises et tout, tu mets la base. Ouais. Et après, question charcuterie, on met plus de charcuterie, on enlève toutes les grosses viennoiseries, on met des plus petites, donc ils en prendront peut-être un peu moins. Les verres à café, on les diminue, comme ça, ils prennent un café, mais ils auront la flemme de revenir parce que...
tous ces petits détails-là qui ont réussi à bien performer le petit-déj. Et donc, du coup, on avait des super retours. Et donc, voilà, c'était super bien. Et à un moment donné, j'ai senti un plafond de verre parce que j'ai compris comment ça se passait, j'ai compris le système. Mon mentor, il me dit, qui était mon directeur, il me dit, il y a une place en gouvernance si ça t'intéresse et tout, etc. Et là, j'ai senti qu'il y avait un challenge et je me suis dit, oh, ok, j'y vais et tout. Je vais le faire. Je vais le faire. Ok, c'est l'occasion. Ouais. Okay. Et donc, quand j'y suis allé, je dirigeais 15 femmes de chambre, leur dire oui, ça, nettoie, etc., etc. Donc, je voyais maintenant l'hôtel d'une autre manière. D'une autre perspective, un peu plus en macro, quoi, en plan large. Ouais, en plan large. Et surtout, là, il y avait un bar, je vois la nuit tomber, je vois les personnes, ils sont là, mais ils s'éclatent pas. Enfin, voilà, ils sont au bar, ils prennent 1 ou 2 verres, ils voient 3-4 personnes. Et là, je me suis dit, non. Il y a un truc à faire dans le bar. Et donc, je parle avec mon mentor. Et je dis, écoute, j'ai une association. L'association, là, si tu veux, j'organise des after-work. Et avec les after-work, voilà, je te ramène des personnes. Et puis voilà, lui, il m'a dit, OK. En contrepartie, je lui dis, par contre, j'augmente d'1 ou 2 euros les boissons. Et puis, pour payer mon DJ. Lui, il m'a dit, OK, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc, on a commencé. On a pris une bonne musique qui, tu vois, latino, c'est bien chaleur, ça récupère plein de gens. Ça attire bien de gens. Ça attire bien. Et puis, des cocktails à tout va. Et puis après, c'est parti. Hein. Et là... on faisait tous les vendredis, c'était incroyable. C'était blindé. Ouais, c'était incroyable. Wow, de l'argent tout le temps. Donc là, il t'a vraiment fait confiance pour ça parce que tu avais su acquérir sa confiance, tu avais su faire tes preuves. Oui, déjà, période de cuisine, il voyait que. Il n'allait pas se prendre la tête. Et là, quand je passe en gouvernance et qu'il m'a demandé, quand je lui ai demandé le bar, il s'est dit, ouais, vas-y, fais ton test, on voit si ça fonctionne. Il adorait ça, il adorait les nouvelles idées. Donc moi, j'étais le seul à dire, à proposer des trucs, mais qui ramènent de l'argent directement et que ça parle de nous. Donc il avait dit, ouais, vas-y, y a pas de souci. Et donc là, ça commence à réussir, ça commence à bien prendre et tout. Ouais. Mais à un moment donné... Plafond de verre. Encore un plafond de verre. Ok, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu te dis quoi? Voilà, j'avais de l'argent, c'était cool. Et je me suis dit... Et moi, j'aimais bien cette position-là, hein. Franchement, c'était pas... C'était bien quand même. Ouais, c'était agréable. Je me suis dit, ouais, ça va, j'ai un bon boulot, et je fais des trucs à côté. Voilà, j'étais bien. Mais je me suis dit, non, j'ai envie d'investir. J'ai envie de faire un truc qui a rien à voir l'hôtel, rien à voir... je veux plus. Je veux plus. Voilà, c'est ça. J'avais faim, je me suis dit, je veux plus. Et là, je tape sur ordinateur, machin, etc. Et je tombe sur l'immobilier. Et je dis, ok, d'accord. Et puis... je laisse un peu tomber, je passe à autre chose, etc. Tu fais tes trucs. Puis après, je revois toujours immobilier. Puis après, ça commence à m'intéresser. Et puis après, je commence à me dire, tiens, je vais faire une formation et je vais voir comment ça fonctionne. Puis après, c'était parti comme ça. Hein. Ok, donc là, la formation, tu l'as trouvée sur Internet. Ouais. Et elle coûtait combien à l'époque, la formation? Je pense qu'elle coûtait peut-être 900 euros, un truc comme ça. 900, 800 euros. Ok, parce qu'il y en a qui pensent souvent que c'est quelque chose qui, dans l'entrepreneuriat, est un peu compliqué. Surtout pour ceux qui peuvent commencer, qui débutent. Ils pensent souvent qu'on peut réussir sans trop débourser. Est-ce que pour toi, on peut réussir avec des formations gratuites? Enfin, est-ce que c'est possible de... Déjà, c'est sûr qu'une formation gratuite, ça va te ramener un peu plus loin que le début. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, tu vas apprendre des fausses infos, tu vas dire, ok, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, c'est impossible que tu te fasses beaucoup d'argent tout en restant dans une formation gratuite. À un moment donné, il faudra payer. Ok. Et il faut payer le savoir. Tu payes du savoir. Et donc, du coup... après, tu récupères des choses où tu te dis, ok, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que tu peux faire ça longtemps, rester longtemps, 2-3 ans de cette manière-là, et t'as pas voulu payer, alors que l'autre à côté, il va venir, il va payer. Ça se trouve, en 6 mois, il a dépassé, toi, en 3 ans, ce que t'as fait, tu vois. Ouais. Donc, je dis toujours, n'hésitez pas à perdre de l'argent. Avant de se dire, faut en gagner, faut en perdre. Ouais, c'est vrai. Et ça fait peur. Ouais. Ça fait peur, ça. Ouais. Et t'avais un moment par rapport à ça, tu m'avais dit qu'il y avait une espèce de métaphore comme quoi, en fait, la formation gratuite, c'était un peu le plan, la façade et tout, et que la formation payante, c'était vraiment tous les détails avec quel matériel, quel truc, etc. C'est comme ça que tu le vois? Ouais, c'est comme ça. Okay. Bien sûr, tu donnes un peu de savoir aux gens pour leur dire, c'est comme ça qu'on devrait faire, il faut que vous fassiez ça. Ouais, t'as le plan un peu comme ça, mais après, dans les détails, genre combien coûte ça, le matériel, la qualité, le machin, tout ça. Exactement. Aussi pour les personnes qui ont déjà de l'argent, de leur dire, écoutez, cette méthode-là, ça vous sert pas à grand-chose. Je connais telle personne qui va vous arranger ça, pour vous aller plus vite. Voilà, donc c'est normal de payer pour rentrer dans un système, tout comprendre du système et après pouvoir créer son propre système. Ok, et donc là, toi, tu payes la formation d'immobilier. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Après, je me suis dit, ok, c'est bon, ça y est, j'ai compris. J'avais compris comment la banque fonctionnait, j'avais compris où placer ses pions, pouvoir avoir un appartement pour que ça fasse des bons rendements, etc. Les méthodes, les techniques, la division de l'appartement pour que ça fasse rentrer un peu plus d'argent, etc. Donc, c'était bon, j'étais déjà parti. Et là,
tu décides de faire ça en France ou... Bah, à la base, c'était en France. Ok. C'était en France, mais le fait que... À la base. Mais le truc, c'est que, comme le fait de mes after-work, j'avais un petit réseau dans l'hôtellerie, donc il y avait des personnes qui étaient entrepreneurs ou qui travaillaient pour des grosses boîtes, etc., et qui bougent un peu partout, qui sont assez turnover en France et aussi à l'étranger. Et j'avais gardé des contacts. Et il y avait une personne à New York que je parlais souvent et tout. Bah, tout à coup, avec lui, on discutait, et puis lui, il m'a dit ouais, mais tu sais, moi aussi, j'aimerais bien investir et tout, etc. Et je dis ah ouais, New York. Et il me dit ouais, New York. Et je dis c'est bien là-bas. C'est comment là-bas? C'est bien là-bas. Et il me dit ouais, non, ça va et tout. Donc après, je regarde un petit peu. Et puis je vois que ouais, New York, c'est super cher, tu vois. Ouais. C'est super cher. Ouais, c'est connu pour ça. C'est super cher. Enfin, pour un premier investissement, si tu n'as pas beaucoup de ressources, ça sert à rien, New York, tu vois. Donc je me suis dit bon, bah, ok. Après, lui me dit ouais, non, mais regarde peut-être à Miami. Donc moi, je vais voir. Il me met en contact avec des personnes à Miami. Donc on discute et tout. Je vois que ouais, c'est pas ce que je voulais aussi. Donc je me dis bon, vas-y, ça sert à rien, je vais repartir en France. La personne que j'ai connue à Miami me dit non, mais tu sais, il y a des personnes au nord des États-Unis, tu vois, Cleveland, Détroit, toi, dans l'Ohio. Et il me dit ouais, je peux te connecter avec eux. Je dis ah ok, vas-y. Donc je me connecte avec eux, on commence à parler, tout, etc. Je vois que ça se passe super bien, relancement économique, tout ça, etc. Et puis je me dis ah ok, d'accord. Et je voyais les prix surtout, et je me suis dit ok, d'accord, ça a l'air possible de le faire. Donc après je me suis dit ok, let's go. Ok, t'as lancé. Ouais, je suis parti à la banque. Je dis à la banque, je fais un prêt. Eux, ils ont regardé mon compte. Ils ont dit, ouais, tout est ouvert, donc c'est cool. Ils me disent où? Je dis, bah, aux États-Unis. Ils me disent, ah non, on peut pas. Ah. Je dis, pourquoi? Ils me disent, comme c'est aux États-Unis, on n'a pas main sur l'appartement. Ah, s'il se passe un truc. Ah, s'il se passe un truc, si vous payez pas, ben non, on peut rien faire et tout. Je dis, ok, d'accord. Donc je rentre chez moi. Qu'est-ce que t'éprouves à ce moment-là? T'es comment? Je me dis, c'est dommage. Finalement, je le fais en France. Puis après, on va voir et tout. Mais après, je me suis dit, ouais, mais le rendement, il est pas pareil. Et puis voilà, il y a plein de taxes en France. Donc en France, je me suis dit, faut pas se mentir. Ouais, faut le dire. Enfin, voilà, pour me faire de l'argent, il fallait que je fasse des tas de méthodes, des divisions de l'appart et tout, etc. Et je me suis dit, là-bas, il n'y avait même pas besoin, tu vois. C'est rentable déjà. Wow. Et donc, je me suis dit, bon, ok, je vais réfléchir. Et après, à un moment donné, je sais pas, je regardais un film qui disait ouais, il faut contourner les règles et tout, etc. Je sais même plus c'est quel film. Et après, je réfléchis et je me dis ok, d'accord. Après, je repars à la banque, je crois 3 jours après. Je leur dis je veux un crédit à la consommation. Et ils me disent bon, ok, d'accord. Combien? Je dis la totalité, hein, tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez, donnez-moi tout. Ouais, donnez-moi tout. All-in. Ouais. Et donc, ils m'ont donné. Et après, c'est parti comme ça. Je suis arrivé là-bas, j'ai payé cash. Il y avait déjà les 2 locataires. Ok, mais ça, du coup, c'était aux États-Unis? Ouais. Ah, t'es parti à la banque de France. De France. J'ai pris l'argent de France pour faire mon investissement aux États-Unis. Okay. Avec du crédit à la consommation. Ok, ok, je savais. Enfin, c'est possible ça? Ouais, bah oui, tu l'as fait. Ok. Si tu dis demande de trésorerie, ça y est, hein, ils te disent ok, d'accord. Ok. Ah, d'accord, ok, je vois. Ok, je comprends mieux. D'accord. Parce que là où avant tu pouvais pas parce que tu demandais un prêt IMO. Ouais. Ok, d'accord. Le prêt IMO, c'est plus difficile. Il faut prouver l'appartement, il faut montrer, il faut de l'apport aussi. Tu vois, un crédit conso, ouais, il te donne. C'est ma trésorerie. Ok. Ouais. Ça, ouais, je veux du cash, totalité, boum, je le donne et après, c'est bon. Ok, d'accord. Et tout a commencé comme ça. Ouais. Premier truc. T'achètes ton premier bien. Ouais. Donc c'était à Chicago, Cleveland? Non, c'est Cleveland. À Cleveland? À Cleveland, ouais. Ok. Et là, c'était un immeuble, déjà un espèce d'immeuble, c'est ça? Eux, ils disent immeuble, mais moi, je dirais une résidence sur un étage. Ah, ok. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et là, tu l'achètes. Et c'est parti. Et c'est parti. Ouais, et c'est parti. Comment ça se passe? Est-ce que ça, au début, c'est galère? Est-ce que ça se passe bien? Alors, du coup, comme je parle pas anglais, là, je parlais pas anglais. Ah ouais, là, c'est mais que maintenant que je commence à bien. Ah, sérieux? Ouais. Mais attends, t'es parti là-bas. Tu parlais un peu anglais. C'était facile. Enfin, après la formation d'immobilier, comment investir dans l'immobilier. Qui était en français. J'ai cherché une personne qui avait investi dans l'immobilier, mais à l'étranger. Oh. J'ai cherché une personne qui pouvait investir à l'étranger. Et j'ai compris après le système, comment ça fonctionnait. Et c'est là qu'après, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai plus peur. Il faut juste que je trouve un traducteur. Tu as toujours quelqu'un qui parle bien anglais, tout ça, etc. Ouais. En plus, tu étais dans l'hôtellerie, tout ça. Ouais. Donc, tu avais forcément. Ouais. Donc, j'avais déjà des gens. Donc, à partir de là, je dis, ouais, fais-moi ci, fais-moi ça. Et quand c'était technique, je savais déjà c'était quoi. Je disais, non, je vais monter ma LLC. J'ai parlé de ça avec les agents. Ils savaient déjà. Ils m'ont dit, ah, ok, d'accord, on monte la LLC pour vous. Comme ça, la LLC possède l'appartement, etc. Une fois que tu fais une formation, ça y est, hein, tu commences à avoir moins peur et tu sais maintenant où tu dois aller. Ok, ouais, tu comprends les étapes. T'as plus vraiment peur de l'inconnu, vu que tu sais à quoi t'attendre. Ils te disent déjà, voilà comment ça va se passer. Maintenant, c'est tes actions qui doivent faire le boulot. Ouais, et tu sais ce que tu cherches en plus de ça. Ouais. Ok, tu sais où tu veux aller. D'accord. Et pour toi, là, c'était très très clair. Tu savais que à ce moment-là, t'allais en acheter juste un ou t'allais en acheter plusieurs après. Parce que généralement, ce que les gens font, c'est que quand ils en achètent un, ils en achètent d'autres
Ouais. C'est ce qui s'est passé pour toi? Ouais, c'est ce qui s'est passé. Ok. Après. Et t'en as acheté combien du coup? Là, j'en ai acheté 3. 3. Toujours une résidence et tout Ok, ça. au même endroit à peu près? Détroit, Cleveland, ouais. Détroit, Cleveland. C'est collé, c'est à côté. Ok. Et donc là, aujourd'hui, tu les possèdes toujours, ça se passe bien, tout ça? Ouais, mais je compte en vendre un ou deux, mais ouais. Ok, Pour l'instant, ça va. Ouais, et à ce moment-là, donc immobilier, t'achètes tes 3 biens, ça se passe. Et là encore, tu te dis... Là, je me dis... What's next? J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire un autre truc et tout. J'ai envie de faire autre chose. Parce qu'au fond de toi, en fait, il y avait toujours ce truc de je veux faire plus. Ouais, je veux faire plus. Et c'est surtout, j'avais ce côté, j'ai envie de monter un empire. Tu vois, dans mon esprit, c'était, j'ai envie de toucher plein de choses et comprendre aussi comment ça fonctionne, les autres systèmes d'argent, les manières. Ok, etc., en fait, tu avais une curiosité qui était vraiment un peu plus sur comprendre le monde, en fait. Ouais, voilà. Ok, et voir un petit peu, si je comprends bien, de l'intérieur. Ouais, exact. De par ton expérience dans ces différents business. Exact. Comprendre un business et me dire, ouais, je peux le faire, mais je vais le faire à ma manière et je vais simplifier les choses. Donc, j'étais dans ce truc-là à chaque fois. Donc, quand j'ai fait mes investissements, plein de gens autour de moi me disaient, moi, j'aurais eu peur, je sais pas comment t'as fait, moi, j'aurais eu peur de faire ça. En plus, les crédits, t'as pas peur et tout. Donc, tout tournait autour de la peur. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, la peur, ok, d'accord, j'entends tout le temps la peur. Et un jour, je tape, business à faire et tout. Je vois comment faire un livre. Et là, je me suis dit, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais sortir un livre sur la peur. Comment gérer la peur. Ok. Et donc après, c'est parti dans ça. Ok. Et toi, justement, tu te dis, je vais lancer mon livre. Et ce livre-là va parler de la peur. Donc, j'imagine que dans ce livre-là, tu expliques comment toi, tu as fait pour gérer un petit peu cette émotion. En tout cas, pas moi personnellement. Ok. Mais par contre, c'est tous les livres que moi, j'ai lus. Que j'ai regroupé en essayant de simplifier les choses. D'accord. En essayant de le simplifier, c'est surtout ça. Ok. L'idée de ce livre, c'était pour donner une chance à une personne qui quitte l'école à 18 ans, qui veut devenir entrepreneur, mais il ne sait pas comment faire, lui donner ce livre-là et lui dire, écoute, c'est pas le système qu'il faut que tu comprennes, mais c'est ton cerveau. Comment tu vas gérer toutes les épreuves qui vont arriver, ton entourage, toi. C'est ça que tu dois apprendre déjà pour après contrôler l'argent. Il faut contrôler son cerveau, contrôler l'argent. Et c'est pas l'inverse. D'accord, ok. C'est surtout ça. Déjà le mindset, l'esprit. Ouais, exactement. Ok. Et la peur, pour moi, c'est le sentiment le plus puissant du monde, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, on dit que c'est quelque chose de très négatif, mais en fait, c'est un indicateur d'évolution en vrai. Ouais. Quand on a peur, la plupart du temps, les personnes qui ont peur, enfin, on va dire exemple, une personne qui doit faire une tâche et il repousse tout le temps. Ouais. Que ça soit, il doit se présenter devant des gens et il flippe un peu, donc voilà, etc. Tu vois, ces trucs-là. En vérité, s'il se lance dedans, c'est qu'il sait que s'il le fait, il va changer. Ça veut dire qu'il va évoluer, il va aller dans l'inconnu, mais aussi il va oublier peut-être quelque chose derrière lui. Tu vois, son ancien lui va commencer à un peu s'effriter pour être un nouveau. Et ça fait flipper les personnes. Là, les gens, ils ont peur de ça. Et en vérité, la peur est un indicateur d'évolution. Quand tu sens que tu as peur, tu te dis, ah ok, ça veut dire que... En fait, c'est là. C'est là où je sens qu'il y a un truc que je vais sûrement évoluer. Il faut que je fasse attention. Et le seul truc, en vérité, c'est pas de faire des gros pas. C'est d'y aller doucement, tu vois. Tu fais un petit truc, t'apprends quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a déjà fait ce que tu fais, tu poses la question, ouais, toi, comment t'as... Voilà, et c'est tout. Ça éclaire ton esprit et après, tu te dis, ok, j'y vais doucement. Et c'est ça qui s'est passé quand tu entends mon histoire. Ouais. Le marché, il y avait quelqu'un. Ouais. Mes business, il y avait quelqu'un. Ouais. L'immobilier, c'est une formation, il y avait quelqu'un. Tu vois, toujours, j'ai quelqu'un qui va apprendre quelque chose, m'éclairer dans ça, et puis je me dis, ok, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne, et après, je me lance. D'accord. Et donc là, ton livre, il sort, tu l'as appelé Émotion guidée. Émotion guidée. Émotion guidée, pourquoi ? Parce que le truc, c'est de ne pas refuser la peur. De toute façon, les personnes qui disent, moi, je n'ai pas peur, franchement, c'est évident. Arrête. Il faut avoir peur, c'est ça. C'est cette... Mais dis-moi plutôt, je maîtrise ma peur. Là, je te dirais, ok, cool. C'est bien de maîtriser la peur. Pour moi, la peur, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui sert à évoluer. Ceux qui ont peur, soit ils restent chez soi. Mais ceux qui disent, ouais, j'ai pas peur, là, c'est compliqué pour eux parce qu'ils ne font pas attention. Et ça devient très compliqué. Et moi, je préfère quelqu'un qui dit, ouais, j'ai peur, mais ça va, je vais gérer le truc et tout. Et émotion guidée, je l'ai appelé comme ça parce que c'était la peur, il faut la guider. Ok. C'était vraiment ça. C'est vraiment pour ça. Pour atteindre le niveau supérieur, tu vois. J'ai capté. Donc, c'est à ce moment-là où toi, tu te dis, en fait, ce livre-là, si j'ai bien compris, c'est un peu un livre que tu as écrit pour ton toi, un peu plus jeune, en fait. Ouais, exactement. Je me suis remis en question, moi. J'ai parlé à mon moi intérieur, si on peut dire ça. J'imaginais, bon, Enzo, t'as 18 ans, tu viens de quitter l'école, il te faut quoi ? Il te faut quoi pour devenir ce que tu veux devenir dans 10, 20 ans, 30 ans tout. Ouais. Déjà, il te faut un livre. Mais je vais pas te donner un livre que moi, j'ai lu.
le Enzo d'aujourd'hui, tu vois. Le Enzo qui a des livres comme ça, super épais, et des managements, tout ça. Non, je vais te donner un livre simple, 100 pages. Tu vas le lire et juste tu vas le lire, tu vas dire ah ok, d'accord. Et il faudra que tu le lises souvent, souvent. Quand tu auras 20 ans, quand tu auras 25, quand tu auras 35. Parce que ton cerveau évolue et ça va te redonner encore une autre peps, une autre énergie. Et tu vas dire ah, ok, d'accord, je comprends. Et c'est ça que je voulais. Ok. C'est ça que j'ai fait. Ok, ça me fait penser, quand tu me dis ça me fait penser à Bob Proctor qui disait que on lui avait donné un livre, je sais plus c'était qui, si c'était Earl Nightingale ou Napoleon Hill, je sais plus lequel. Et en fait, il prenait ce livre-là comme sa Bible, c'est-à-dire qu'il le lisait vraiment tous les soirs. Et il disait que ce qui est marrant, c'est que arrivé à un moment donné, des fois, quand tu le relis, tu comprends des choses que tu n'avais pas compris il y a quelques années auparavant, alors que c'est le même livre. Et c'est un peu l'objectif que en vérité, le cerveau, il est tellement jeune, avec une perception complètement différente qu'une personne qui a 30 ans, 40, 50. Du coup, quand tu vas lire le livre, ça va pas te donner le même impact. Moi, il y a des livres que j'ai lus à la vingtaine, ça m'a donné un gros impact parce que j'étais dans une situation complètement différente. T'étais dans le... Des fois, je les relis comme ça, je dis, ça me colle plus, c'est plus intéressant. Par contre, il y a des chapitres que je zappais complètement, qui m'intéressaient pas. Tout à coup, ça m'intéresse. Tu vois? Et je me dis, ça, je suis dans cette situation-là en plus et tout, etc. Ça me parle et tout. Donc après, voilà. Donc, c'est vachement important un livre comme ça. C'est vachement important. Donc c'est pour ça que je voulais le sortir. Ok. Donc à ce moment-là, tu sors ton livre, il se vend. Et toi, qu'est-ce que tu fais à partir de là? Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce qui se passe? T'es où à ce moment-là exactement? Moi, je suis en France. Je suis en France. Ok. Je suis toujours en France. J'adore la France. D'accord. Pour moi, les États-Unis, c'est un casino géant, tu vois. Tu y vas, tu t'éclates, tu fais la thune et tu reviens. Voilà. Pour moi, c'est juste ça. Et je trouve que l'Europe a une histoire de fou et moi, j'aime bien. J'aime bien. Après, je voyage. Déjà, je quitte l'hôtellerie. D'ailleurs, oui, c'est important. À quel moment tu as quitté, en fait, on va dire, entre guillemets, le salariat? Alors, au bout du deuxième bien, parce que l'hôtel a été racheté par une autre grosse boîte. Du coup, les valeurs et tout ça, etc., je pouvais plus m'éclater. Mes soirées, ça fonctionnait plus. Ils voulaient changer, tout ça, de méthode, de technique. Donc, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment de partir. Et puis, je sentais encore un plafond de verre. Je voyais que mes projets commençaient à prendre et je voyais qu'il fallait que je sois plus minutieux au boulot. Tu vois, se lever le matin, faire les trucs et tout, etc. Tous les process. Et je me suis dit, non, c'est bon, j'ai envie d'être full entrepreneur maintenant, j'ai envie d'être full investisseur, j'ai envie de faire ça et tout. Je pense que je pouvais pousser plus loin. Donc, je commençais à me sentir plus gros que l'hôtel, tu vois. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon... on va mettre ça de côté on met ça de côté, on y va. Donc, je fais... Mon mentor, il le voit très bien, il l'a compris. Parce qu'avant, c'est lui qui me conseillait sur certaines choses. Et il a vu que je demandais plus de conseils. Et des fois, je l'épatais, il me disait, non, franchement, vas-y, va dans ton rêve, va dans ton truc. Parce que là, ça y est, j'ai plus rien à t'apprendre en vrai. Vole, mon petit. Il m'a dit vol, et puis moi, je suis parti, puis voilà. Ok, d'accord. Et t'es avec quel âge à ce moment-là? Je trouve que c'est assez intéressant de savoir à peu près, parce que moi, là, par exemple, j'ai 25 ans. Je me dis, c'est pas tout le monde qui peut sortir de l'entrepreneuriat. Il y en a, ça se fait plus tôt, ça se fait plus tard. Et toi, ça s'est fait à quel moment? Moi, t'avais quel âge? En vérité, ça a dû se faire peut-être à 33, 30. 30. Mais comme je t'ai dit, j'étais dans une situation où moi, j'aimais bien, tu vois. Au final, ça... boulot et l'entrepreneuriat, pour moi, c'était cool. C'était cool de cette manière-là. C'était une source de revenus en plus. Moi, j'étais vraiment... Enfin, c'était parce que le boulot était sympa, tu vois. Je rencontrais des gens, je parlais avec des personnes, je me faisais des contacts, etc. Donc, c'était bien. C'est l'hôtel, c'est luxe, c'était un 4 étoiles. J'étais bien, franchement, j'étais bien. J'étais vachement bien dedans. Ok, donc à ce moment-là, tu quittes le salariat. Et là, tu fais quoi? Tu te reposes un peu? Tu voyages un peu? Je voyage un peu. Tu souffles un peu, tout ça? Je voyage un peu. Tu laisses ton cerveau réfléchir? Non, tout le temps, je réfléchis tout le temps. Tu réfléchis tout le temps? Un overthinker, comme on dit. Je réfléchis tout le temps, c'est chaud. Et qu'est-ce qui est sorti de ça? Je me suis dit, à un moment donné, aux États-Unis, je voyais ça parlait beaucoup de e-commerce, ça parlait beaucoup de dropshipping. Et je me suis dit, il y a du potentiel, quoi. Mais c'était aux États-Unis. Puis après, en France, j'en ai beaucoup parlé. Des grosses formations, dropshipping. Et je me suis dit, tiens, je vais aller dans le dropshipping. En tout cas, je vais essayer de comprendre comment ça se passe. Un peu comment ça se passe dans le drop. Ça fait un boom pendant un moment. Et donc, du coup, je fais des événements, je fais le tour, je discute avec des gens. Comme d'habitude, je me trouve avec une formation, je paye une formation, j'essaie de comprendre un peu et tout, etc. Pour pas que ça soit trop charabia et je commence à capter. Et quand je vais à des événements, je vois beaucoup de personnes en dropshipping. J'entends surtout un retour de moi, quand je vais monter ma marque, Et là, je me suis dit, vas-y, on va monter une marque.
Ça sert à rien le drop et tout. Je me suis dit, ouais, non, vaut mieux monter une marque et tout. Et donc, à partir de là, c'est parti comme ça. Franchement, j'ai regardé un peu et je me disais, moi, j'aime bien les montres, tu vois. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un truc sur les montres et tout, etc. Ok, c'est les montres qui t'ont happé dès le départ. Ouais. Ok. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des montres et tout. Et après, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait sur le marché, etc., etc. Puis je suis tombé sur un design de fou. Ouais. J'ai pris le prototype, j'ai payé le prototype et je me suis dit, ok, c'est parti. Vas-y, let's go. Ouais. Ok, donc c'est la montre que tu as là aujourd'hui avec nous. Ok, ouais, elle est super. Si tu peux la montrer à la caméra, ouais, voilà, comme ça, on la voit bien. Magnifique. Ah, n'était pas grandiose, comme dirait Franklin, pour ceux qui ont la ref. Et du coup, t'achètes le prototype, et à ce moment-là, tu te dis, ok, je vais partir là-dessus. Mais quel était l'objectif, justement, derrière cette montre? Qu'est-ce que tu voulais dégager comme message? Qu'est-ce que tu voulais en faire, en fait? Alors, déjà, je voulais surtout mettre, moi, la vision de la montre. Tu voulais changer la vision qu'on avait des montres. Ok. Ouais. J'ai fait un truc où je me suis dit, ok, je vais reparler à moi de mes 18 ans, encore une fois. Okay. J'ai refait ça, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il te faut pour te mettre en valeur? Pour devenir entrepreneur, il te faut une valeur pour te dire ouais, je suis un entrepreneur, tout ça, etc. Ou je suis un boss, ou je suis quelque chose comme ça, tu vois. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une montre sophistiquée, épurée et ambitieuse. Et je me suis dit, Enzo, voilà, le jour où tu auras de l'argent, pense pas à des grosses montres qui coûtent super cher. Prends cette montre-là parce qu'elle aura les mêmes valeurs, les valeurs que tu veux mettre en place, tu vois. Et mes valeurs à moi, c'était être boss, être un entrepreneur, être millionnaire, être personne responsable, solide, résilient, déterminé, qui ait de l'ambition, etc. Et j'ai dit, si je mets ces valeurs-là dans cette montre, tu vas te ressentir dans ce message-là et ça va te parler. Ouais, okay. Ça va parler. D'accord. Là, on a vu que c'est une montre un peu qui tourne, un peu spinner et tout. Spinner, cadran, spinner. Ok, donc c'est des jantes de Ferrari, c'est ça? Ouais. Ok, donc c'était pour vraiment avoir ce côté classe aussi. En fait, les voitures de luxe, c'est quelque chose de très important. Quand on achète une voiture de luxe, c'est pas pour sa beauté en vérité. C'est pas vraiment pour ça. C'est quand on achète une voiture de luxe, c'est qu'on se déclare quelque chose. Ok. On se dit, ça y est, je suis devenu quelqu'un. Même que ce soit pour toi. Soi et pour les gens, pour la les société. On commence à dire, ouais, maintenant je suis quelqu'un, j'ai passé un step et tout, etc. Et donc, je me suis dit, la valeur que je donne, le produit jante, ok, je fais une montre qui est full entrepreneuriat. Moi, j'ai cette histoire-là, je peux en parler parce que je suis dedans, je suis un self-made man, j'ai fait les choses à ma manière. Par toi-même. Par moi-même, pas de grandes études, mais j'avais faim, j'avais envie d'avoir de l'argent. Donc je me suis dit, la montre, elle me colle parfaitement à moi de 18 ans, elle colle parfaitement à moi d'aujourd'hui. Et je me suis dit, ok, je me lance dans ça. D'accord. Ok, parfait. Et là maintenant, où est-ce que tu en es? Comment tu vois les choses par rapport à ce projet sur les prochaines années là? Sur ce projet ou sur tout ensemble? Déjà, où je me vois. Déjà là, sur la montre, qu'est-ce que tu vises? Et après, en globalité, toi, où est-ce que tu aimerais arriver? Franchement, les États-Unis. Je veux conquérir le marché français. Ok. Pour après Europe, pour après arriver aux États-Unis. Ça, c'est mon objectif. Avec la montre, avec la montre, avec la marque, Mogul, parce que Mogul, ça va tellement loin, ce mot-là. Mogul. Ok, ouais, justement, ce mot-là, Mogul. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça t'est venu? Alors, Mogul, c'est un mot aux États-Unis. Ils l'utilisent souvent quand c'est des patrons, des manias, des boss, des entrepreneurs. Ils disent les mogul boss. Ils disent souvent ça, surtout à New York. Les mogul boss, et les moguls de l'immobilier, les moguls des médias et tout ça, etc. Ça veut dire tout ça. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais récupérer ce mot-là. Mogul, avec les valeurs, avec la promesse, c'est-à-dire la voiture, spinner, luxe qu'on cherche à atteindre. Je me suis dit, tout se mélange. Tout s'emboîte bien, ça va avec moi, ça va plaire à des personnes comme moi, qui cherchent à être ambitieux, qui cherchent à aller plus loin, tout ça, etc. Qui cherchent à créer. Et donc, je me suis dit, ok, on part dans ce sens-là. Ok. Donc, la France, l'Europe, les États-Unis, le marché international, en fait, tu vises. Oui, je vise complètement ça. Mais le marché français, il est trop intéressant parce que j'ai envie de mettre cet effet mogul, j'ai envie de montrer le succès français. J'ai envie de montrer l'entrepreneuriat français à la nouvelle vague, qui n'est pas travailler pour travailler, mais qui veut faire la fête, le succès, il le montre, tu vois. Ok. C'est fini maintenant, on cache notre argent, tout ça, etc. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a des personnes, bien sûr, pas grotesques, c'est pas en mode grotesque, ils montent leur argent, tout ça, etc., en écrasant les gens. Mais maintenant, qu'ils assument, quoi. Qu'ils assument, je fais de l'argent. Que l'argent, je fais de l'argent et c'est super. Comme je l'ai dit au début, l'argent, ça ne fait que te révéler. Voilà. En fait. Donc, c'est vrai qu'en plus, en France, actuellement, depuis un long moment maintenant, il y a vraiment ce
Petit truc où on a du mal à parler d'argent. Encore aujourd'hui, on a du mal à montrer, mais c'est vrai que ça commence à changer. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à... Il y a surtout de plus en plus de jeunes qui font de l'argent. Qui font de l'argent. Qui font de l'argent. Et eux, je les vois sur YouTube, ils parlent de chiffres directs. J'ai fait 10 000, 15 000, tout ça. Ils s'en foutent, tu vois. Ça y est, ils commencent. Ça se décomplexe un peu par rapport à ça. Et donc, je me suis dit, je vais pousser ça encore un peu plus. Okay. Et je voulais une montre qui peut se placer avec cette génération-là qui parle d'argent comme ça assez facilement, etc. etc. C'est pour ça. Il y avait aussi ça. Je voulais que ça soit dans cette vague-là, cette montre-là. D'accord. Parce que ça peut leur parler. Du coup, effectivement, ta montre va un peu plus loin que juste, je veux atteindre le marché. Tu veux vraiment essayer de lancer une valeur et un mouvement un peu de les Français, il est temps d'assumer qu'il n'est pas mauvais de faire de l'argent. Exactement. Leur montrer j'aime beaucoup. On peut tout réussir, que t'es diplômé, tu peux réussir. T'es pas diplômé, tu peux réussir. Tu viens de la campagne, tu viens des cités, tu viens d'un endroit tranquille, une famille, tout ça, etc. Vous pouvez réussir. Et cette montre-là est la matérialisation de ce que je pense, de mes principes et tout ça, etc. Donc, voilà. Ok. Et du coup, cette montre-là, est-ce qu'elle est déjà sortie? Est-ce qu'elle va sortir? Ou est-ce qu'on peut la retrouver? Elle est déjà en ligne. En précommande, je crois, c'est ça? Ouais, en précommande. Ok. Et c'est surtout que j'ai envie de mettre une expérience dans la précommande, du fait que les personnes qui vont acheter cette montre seront invitées dans un restaurant, on va dire. Dans un restaurant luxueux. Dans un endroit luxueux. Ouais, dans un endroit luxueux. Et puis, ils recevront leur montre. Et puis, ils peuvent manger, on peut discuter, puisque c'est moi je serai là. Ok, donc ça sera toi qui va délivrer la montre à la personne. Exactement. Super ça. Exactement. Et du coup, ils testent la montre, ils rentrent dans un monde, ils rentrent dans là où c'est du luxe. Donc c'est ça, je veux vraiment rapporter de la valeur ajoutée. C'est pas vous achetez une montre et puis c'est tout. Puis vous la recevez chez vous et puis vous êtes content. Après, ils peuvent refuser. C'est la précommande n'est pas obligatoire, cette offre-là. Mais c'est surtout que je veux donner de l'expérience. Je veux donner beaucoup d'expérience. Donc un monde où c'est luxueux, etc., que vous recevez votre montre, c'est parfait. Ok. C'est beau. Ouais, d'accord. Très bien. Ok. Là, maintenant, on va passer un peu le côté un peu plus interview. Là, on a vu un peu ton histoire, on a vu ton parcours. Et il y a encore des petites choses que j'aimerais, et je suis sûr que la plupart d'entre vous aimeraient savoir. Donc là, je vais regarder un petit peu mes notes et je vais te poser un petit peu les questions qui peuvent nous rester. Alors, laisse-moi regarder. Ok. À l'époque, quand tu as commencé à regarder un petit peu tous ces projets, enfin, tout ça, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? Est-ce que c'était ta famille? Est-ce que c'était... Enfin, tu nous as dit que non, mais est-ce que tes amis, ton entourage et tout, c'était comment à ce moment-là? Qu'est-ce qui était un peu compliqué? C'était compliqué parce que... Les amis, c'était compliqué. L'entourage, c'est toujours l'entourage. Moi, je viens de banlieue, quartier très compliqué. J'avais déjà une façon de penser. Je m'habillais différemment. J'avais une façon de voir les choses. Donc, déjà, c'était problème. C'était un peu problème, mais ça va. Mais sur le temps, plus je lisais des livres, plus je gardais des informations dans mon esprit et que je voulais monter au plus haut, ça devenait compliqué un peu. Donc, ils n'arrivaient pas à me suivre. Il y avait, t'étais un petit peu, on va dire, l'extraterrestre du quartier. Ouais, un peu. Ok, je vois. Le petit canard, un peu, et tout. D'accord. C'était le plus compliqué à gérer, mais t'as jamais eu vraiment de trucs où tu te dis, ah ouais, là, c'est chaud. Est-ce que t'as eu un moment dans toute cette histoire-là où tu t'es dit, ah ouais, là, vraiment... Il y a eu peut-être un moment où je me suis dit, c'est peut-être bizarre, je suis peut-être bizarre, etc. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des personnes. J'aimais bien partir, par exemple, hors de mon quartier, aller à Paris, dans des endroits où il y a des monuments, des musées, mais juste marcher, voir la tête des gens, et tout ça, etc. J'ai eu de la chance de rencontrer des personnes qui n'étaient pas de banlieue, pas de cité, mais qui me parlaient d'entrepreneuriat ou qui ont eu des parents entrepreneurs, etc., etc. Donc du coup, c'est ça qui a nourri le fait que c'est possible. Et l'hôtellerie, c'est surtout ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, il y avait l'hôtellerie et tout. Et je me rappelle aussi, je sais pas si on peut en parler, mais tu m'avais dit que tu avais rencontré une fille. Une fille qui, justement, elle t'avait permis de rencontrer quelques personnes. Parce qu'on sait que la plupart d'entre nous, si je puis dire ça comme ça, surtout en tant que gars, on entend souvent ça, c'est soit tu chasses l'argent, soit tu chasses les filles. Mais pas les deux. Mais pas les deux. Donc, du coup, toi, c'était comment par rapport à ça? Est-ce que cette fille-là que tu as rencontrée, tu m'avais dit qu'elle t'avait beaucoup aidé, elle m'a beaucoup aidé pour rencontrer les personnes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Je l'ai rencontrée, tu sais, c'est les réseaux, on rencontre les réseaux, on discute, on parle, et après on se voit. Et
après, c'est parti. Ok. C'est parti. Et donc, tu traînais souvent, en gros, sur Paris, boulevard Montaigne, tout ça. Ouais, etc. Tout. Je voulais tout savoir, tout comprendre, tout voir. Je voulais tout tester. Donc, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et ça a nourri mon esprit. Du coup, j'ai rencontré des amis, ces amis aussi, qui faisaient aussi dans l'entrepreneuriat, qui faisaient autre chose. Donc, voilà, ça a gardé ce truc-là, cet esprit, ça m'a nourri. Je me suis dit, tout était possible, on peut faire plus, etc., etc. Ok. Est-ce qu'il y a une personne qui est sortie du lot dans ton histoire, une personne qui vraiment tu te dis, si je l'avais pas rencontrée, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui? Il y en a plein. Il y en a plein. Ah ouais. Il y en a plein. À chaque fois qu'il y a eu un step ou un doute, il y a eu une personne qui est venue comme ça dans ma vie. Ok. Et du coup, je m'inspire et après, je dis, ok, voilà, je vais aller dans une autre direction ou je suis dans la bonne direction, il faut que je continue simplement. Il y en a eu plein. Donc pour toi, ce qui permet réellement de réussir, on connaît tous l'adage qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Tu le penses vraiment? Pour toi, c'est vrai, c'est important de réseauter, de rencontrer des gens. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui, je réseaute encore. Et c'est mon énergie, je le fais tout le temps. J'essaie d'apprendre, comprendre, etc. J'essaie de pas trop... La plupart du temps, quand tu réussis dans des domaines, tu as ton esprit qui devient rigide parce que tu te dis, ouais, maintenant, je sais que c'est comme ça et ça se passe comme ça. Moi, j'essaie d'avoir un esprit assez flexible. Donc, des fois, je fais des meetings comme ça. J'essaie de voir, il y a qui, il y a quoi, on discute. Tu essaies de garder le cerveau frais. J'essaie toujours de garder ça et franchement, c'est très bien. Ok. En observant le toi d'aujourd'hui, donc le Enzo d'aujourd'hui, et le Enzo d'il y a plusieurs années, où est-ce que tu t'es vu changer? Sur quoi tu as pu remarquer que, entre le moi d'aujourd'hui et le mois d'avant, là, j'ai changé drastiquement par rapport à ça précisément? La confiance. La confiance. C'est la confiance. Comment tu vois la peur maintenant? Voilà. Donc la peur avant, c'était j'ai peur, je mets ça sur le côté, je sais pas, je suis inquiet, est-ce que je dois le faire, je dois pas le faire? Là maintenant, aujourd'hui, c'est il y a un défi, est-ce que je vais réussir? Je sais pas, on va y aller doucement et on va voir. Ok. Voilà, maintenant c'est comme ça. C'est plus de l'action que de la réflexion. Avant, c'était beaucoup de réflexion. Là, maintenant, c'est que de l'action. Ok. On teste et on voit. Même si c'est pas bien fait, même si c'est pas parfait comme je le voulais dans ma tête, mais je me dis, ok, finalement, c'était pas si effrayant que ça. Je me dis ça. Et après, je me dis, on va recommencer, on va faire mieux. Ouais. Ok. Donc c'est sur ça. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on entend souvent l'importance des routines. L'importance des routines et des bonnes habitudes. Est-ce que toi, tu as une routine? Est-ce que tu suis une routine particulière? Et est-ce que c'est important pour toi? Oui, c'est très important. Et oui, j'ai une routine. Moi, je suis quelqu'un qui se lève très tôt. J'ai l'esprit un peu embrouillé. Il faut que j'aille au sport. Ok, tu te lèves, je me lève, je vais au sport, après je reviens et là j'ai les idées un peu plus claires. Je sais déjà ce que je veux faire et tout, etc. Je mange toujours la même chose. Ok. Toujours. Matin, midi, soir, c'est toujours la même chose. Du lundi au vendredi, c'est toujours la même chose. Ok, qu'est-ce que c'est du coup? Peut-être que là, il y a un secret pour nos abonnés, un petit truc aliment qui fait changer. Il n'y a rien du tout, c'est fromage blanc, un peu de protéines, dès le matin, midi, poulet, riz. Poulet. Voilà. Après le soir, protéines, légumes et tout ça, etc. Okay, et avec du sport. Si tu fais ça toute l'année, t'es bon, quoi. Ok. Et donc, t'as vraiment... Je savais pas, tous les jours, tu manges systématiquement à peu près la même chose, quoi. À peu près la même. Depuis, tu prends pas la tête. Depuis 7-8 ans, c'est à peu près la même chose. Je peux déborder sur certaines choses, mais ça va revenir toujours à ça. Ah ouais? Je vais toujours revenir dans ça. Ok. Par nécessité ou est-ce que c'est parce que tu as vu que c'était quelque chose qu'il fallait faire et tu t'es dit, ok, je vais faire ça? Ou c'est simplement par goût et préférence alimentaire? Ou un mélange des deux? Déjà, je mange ce que j'aime, tu vois. Donc voilà. Mais aussi, il faut avoir une capacité physique bien importante pour pouvoir faire du business. Tu vois, si tu es quelqu'un qui boit beaucoup, il y aura des répercussions. Il y aura des répercussions sur tes affaires, etc. Donc moi, j'essaie d'être au moins clean. Et après, le week-end, c'est pas pareil. Le week-end, je me relâche un peu. Je mange n'importe quoi. Je peux manger un fast-food, un truc comme ça et tout. Boire un verre, une glace, machin et tout. Mais en semaine, non, j'essaie d'être focus. Ok. Et tu fais un calcul à l'année, t'es bien, tu vois, t'es super bien. Ok. Comme ça. Même si tu vas au sport 2-3 fois, tu manges bien 2-3 fois dans la semaine, t'es quand même bien, tu vois. Ok. Je savais pas. D'accord. Alors, quelle est la différence pour toi? Parce qu'on en avait parlé un petit peu en plus. Ça m'avait vraiment étonné quand tu m'avais expliqué ça. Quelle est la différence pour toi entre discipline et habitude pour toi? Tu m'avais dit que c'était pas la même chose. Non, la discipline, en fait, c'est quelque chose qui est
Enfin, moi, déjà, j'ai banni le mot discipline parce que c'était vraiment chiant. Ah, tu l'as banni. En fait, la discipline, ça fatigue. Ça fatigue l'esprit. Ok, ça met un coup de boost au moment où tu veux commencer le sport ou bien manger, etc. Ok, mais tu sais que là, il y en a, ils vont t'entendre, ils vont dire, mais il raconte quoi tout le monde aime le mot discipline en ce moment, là, depuis ça. Mais c'est parce qu'il est à la mode. C'est à la mode. Mais quand il est à la mode, c'est pas bon. Quand il est à la mode, c'est pas bon. Okay. Et le mot discipline, en vérité, c'est ok, vous êtes tout le temps dans ce truc-là, mais votre esprit, il va fatiguer. À un moment donné, il va se fatiguer. Et à un moment, on dit oui, je vais faire ça tout le temps, ça fatigue. Donc, à un moment donné, on perd toute motivation et on passe à autre chose. Or que l'habitude, c'est autre chose. Une habitude, c'est j'ai l'habitude de bien manger, j'ai l'habitude de faire du sport, j'ai l'habitude de travailler tel, envoyer des mails tel, mais c'est pas forcément toujours au top, toujours à la même heure, toujours. Tu le fais régulièrement. Tu peux éviter lundi, tu peux éviter mardi, mais tu sais que mercredi, tu dis non, je vais le faire. Et voilà, tu recommences, etc. Tu peux éviter 2-3 jours, tu peux te reposer. Tu vois, je préfère avoir une habitude qu'avoir une super discipline. Tout le temps, c'est la même chose parce que je sais que je ne serai pas motivé. Je sais que ça va exploser mon esprit. Ok, donc tu sais qu'à un moment, ça ne va pas tenir et tu vas la discipline, ça ne marche pas. On... La discipline, c'est peut-être un peu au début parce que tu veux instaurer quelque chose, ta nouvelle façon, mais il faut vite commencer à se dire, bon, il faut que je place une habitude. Pas chercher lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours... faire du sport, à un moment donné, tu dis non, je peux pas parce que là, il y a ça, je peux pas parce qu'il y a ça. Donc, j'essaie de placer tel jour, et puis voilà, c'est tranquille. Ok, tu as une vision un peu plus, entre guillemets, soft, on va dire, plus flexible de prendre, en gros, les bonnes actions. Ouais, c'est surtout qu'il faut hacker son esprit, il faut hacker son cerveau, c'est surtout ça. La discipline sur le cerveau, à un moment, ça fatigue. Mais dire une habitude au cerveau, lui faire enclencher ça, oh non, j'ai l'habitude, le cerveau accepte mieux. D'accord, ouais, c'est un peu plus... C'est un peu plus flex. Et du coup, après, ça découle, tu vois. Ok. Tu m'avais dit une fois que les mots ont de l'importance, même sur les réseaux. Est-ce que tu peux expliquer ça ? Tout simplement, si vous postez des choses positives, vous aurez du positif, c'est tout. Ok, donc ça. Pour toi, il n'y a pas seulement quand tu parles. Ça, ce que tu postes, ce que tu es, ça va venir vers toi. Moi, je voulais être businessman. Je voulais faire des affaires, mais j'avais déjà des costards. Je m'habillais déjà en costard pour des événements. Tu vois, alors que j'avais 20 ans, j'avais 21 ans, il y avait des personnes qui avaient 30, 40 ans. Tu vois, le 30, 40 ans de l'époque, c'était vraiment des personnes déjà mariées, déjà tu vois, bien entrepreneurs, quoi. Et ils me voyaient, ils me disaient, ah ouais, toi, t'es un bon, tu vois, un jeune loup de Wall Street, quoi. T'as faim, tout ça, etc. Mais je sortais cette énergie-là, tu vois. Ok. J'étais en phase avec ce que je voulais devenir, tu vois. Et c'est trop important. Si tu commences à te dire, tu veux être businessman, mais tu t'habilles, je sais pas, survêt, tout ça, etc. C'est bizarre. T'es pas aligné. Tu vas pas être aligné à ce que tu veux. Pour moi, c'est trop important. Donc, même ce que je poste sur mes réseaux, tu vois, c'est de la réflexion, c'est de la motivation, c'est de l'inspiration. Tu vois, je regarde pas ce qui se passe autour de moi, je sais pas les news et tout, etc. Je suis que focus dans ça. Je veux que apporter de la matière, que de la valeur. Que de la valeur, ok. Parce que effectivement, c'est intéressant. Enfin, quand on parle de ça, alors, je dévie un petit peu, mais dans ce que l'on montre, effectivement, et ce que l'on poste, moi, ça me fait penser au fait qu'il y a souvent des personnes qui vont dire ouais, mais c'est mon truc personnel, c'est juste pour moi, je mets ce que je veux dessus, ça n'a pas vraiment d'importance. Et toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, en fait, si, ça a de l'importance. Si. Tu les fais les choses bien de A à Z ou tu les fais pas, en fait. Ouais, exact. Okay. Ça sert à rien de dire ouais, moi, je poste comme ça juste pour me défouler. Pour me défouler. Non, ça veut dire que ton esprit est comme ça. Tu mets de l'énergie dedans. Ça veut dire que ton esprit, il est comme ça aussi. Ok. Tu vois, ton esprit, il est comme ça en vrai. En vrai de vrai. Ok. Il n'y a pas de... Les gens, ils disent non, j'ai un masque et tout. Mais c'est pas vrai. Tout ce que vous postez, ça reflète vraiment ce que vous êtes. Il y a une partie. Il y a une partie, en tout cas, qui c'est vrai. Donc, dites pas non, mais c'est pour rigoler. Non, t'es vraiment comme ça. Il y a ce truc qui est en toi comme ça. Ok, vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est vrai en plus. C'est vrai. Alors, dans 5-10 ans, où est-ce que tu te vois ? Personnellement, toujours en train de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire du business. Toujours être dans le business. Je ferai ça toute ma vie, jusqu'à que je puisse plus le faire. Je ferai toujours du business. Je vais jamais m'arrêter. Je serai jamais en retraite. Je vais toujours faire du business. C'est mon truc. Ok. Déjà, plus que millionnaire. Ok, on vise le plus de ces chiffres déjà. C'est ambitieux ici. C'est sûr. On est sur la chaîne de l'ambition. Spirit Success Money, c'est pour ça qu'on est là. Exactement. Ok. Toujours toucher des autres secteurs dont je ne comprends pas trop et que je commence à fouiller dedans et que je me dise vas-y, je vais créer des business encore et encore. Ouais. Ce qui est particulier justement avec toi et ce que j'aime bien, c'est que en fait, tu as vraiment ce côté, tu es curieux de quelque chose et tu y vas, tu l'apprends.
et tu lances un truc. Ouais. En vérité, ça revient toujours à mon enfance où j'ai juste posé la question au marché, comme je t'ai dit. J'ai juste posé la question, ouais, comment t'as fait pour travailler? Ah, bah, il faut que t'ailles voir lui. Et je suis parti le voir. En fait, moi, je suis quelqu'un de très dans l'action, tu vois. Ok. Je veux juste poser des questions et après, je réfléchis, je me dis, ok, je me lance. Ok. Il y a des choses où j'ai pas envie, tu vois. Ouais, Mais je suis déjà curieux et je me dis, ouais, comment t'as fait ça et comment on fait ci? Puis après, voilà. Ok, mais tu sais que ça, tu vois, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup, et moi le premier, on a souvent peur de poser la question ou de demander. Ouais. On se dit, bah, je vais l'embêter ou, enfin, c'est pas trop pour moi. Ouais. Par exemple, l'immobilier, moi je me rappelle, quand j'ai commencé à entendre parler d'immobilier, et je crois que je te l'avais dit, je me disais, ouais, si, il y a trop de trucs, s'il y a besoin de trop de capital, les formations, elles sont hyper chères, les trucs comme ça et tout. Mais toi, du coup, t'as toujours été là en mode, ok. Je vais voir, je vais demander et on verra. Ouais, ça a toujours été comme ça. Je le répète tout le temps. Il ne faut pas avoir peur de perdre de l'argent. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de perdre de l'argent. Perdre 500 €, c'est quoi? Perdre 600 €, c'est quoi? Ouais. Sur une vie. Si tu travailles, où est le problème, tu vois? Okay. Et encore, je dis 600 €, mais c'est payé en plusieurs fois. Ouais, tu peux toujours donc, tu vois. Et même s'il faut faire un sacrifice, il faut faire un sacrifice. Hein. Vends ta voiture, je sais pas, tu vois. Okay. Pas de vacances cette année, pas de vacances pendant 3-4 ans. Ouais, arrête de sortir en boîte. Tu fais, arrête tout ça. Tu fais ton calcul, tu dis, ok, il y a quelque chose qui me dérange. Ouais, je vends ma voiture, je vends ci, je vends ça. Je sors plus, je vais plus voir telle personne. Ouais. Ça, c'est dur hein, quand tu commences à entreprendre, de dire non à tes potes, de dire non aux soirées, de dire non à tous ces trucs-là. Une des choses qui, je sais, pour certains, enfin moi en tout cas, pas pour moi, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui sortait beaucoup, qui allait beaucoup en boîte, mais je sais que c'est une des choses qui est vraiment très compliquée pour beaucoup. Oui, il y a des personnes, c'est très compliqué. Bah, déjà, dès que tu parles de voiture, vends ta voiture, il y en a. Ah ouais, non, c'est. Non. Alors, ils me disent tous, ouais, mais mon confort, ouais, mais le métro. La liberté, ouais, tout ça. Ouais, il faut savoir ce que tu veux. Mais tu veux quoi? Ouais, ok. Alors, quelle est la différence, j'allais dire, entre ta montre et les autres? La différence, c'est les valeurs de l'entrepreneuriat, mais pas que l'entrepreneuriat aussi, la maîtrise de soi, la confiance en soi, l'ambition. Donc ça va au-delà du business. Ça peut être le sport, ça peut être même le contrôle de soi, devenir une meilleure personne, etc. Et c'est ça en fait que reflète le mot Mogul, c'est ça. Devenir boss de sa vie. Pas forcément du business, mais aussi même de sa vie. Ouais, devenir boss de sa vie. Ouais, c'est exactement ça. Donc cette valeur-là fait que je suis complètement différent de toutes les autres montres qu'il y a en France. Hein. Je le sais déjà. Ok. Ça, c'est top. Et qu'est-ce que tu changerais si c'était à refaire? Est-ce qu'il y a une chose que tu changerais? Oh, il y a plein de choses que je changerais. Il y en a plein. Comme quoi, par exemple? Ah, je sais pas, mais il y en a plein. Il y a des choses où j'ai foncé dans le tas et j'aurais dû faire plus de calculs. J'aurais dû comprendre mieux les choses. Il y a des personnes que j'ai fait confiance. J'aurais peut-être pas dû leur faire confiance. Les personnes qui disent, ouais, moi, je regrette rien parce que ça m'a pris. Non, arrête. En vérité, ah ouais, tu me donnes la machine à remonter le temps. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Hein. Okay. À 18 ans, je dirais, Enzo, vas-y, lis. Lis, mais pas ça. Écoute pas lui. Fais plus ça. Écarte-toi de lui. Ouais, voilà. Ouais, voilà, bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok. Mais bon, le truc, c'est qu'il faut pas vivre dans le regret. Ouais. Il faut pas vivre dans le passé. Donc, j'ai des regrets, mais je fais assez pour me dire que, voilà, je fais des choses importantes à mon âge, etc., et que je peux pas regretter, quoi. Enfin, voilà, le regret, ça va 2 minutes, mais il faut pas vivre dans le passé. Ok. Faut construire. C'est le futur qui est le plus intéressant. Ok. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans le fait d'être entrepreneur aujourd'hui? La performance. Ouais. Construire, ça va. Ouais. T'as ton produit, t'as tout fait, mais maintenant, c'est le monter au plus haut niveau. Là, c'est là où c'est le plus compliqué. C'est là ton challenge. C'est là mon challenge, ouais. C'est là mon challenge. Parce que les investissements IMO, ça va, c'est délégué. Tu vois, mon livre, il est délégué aussi. C'est Amazon qui s'en occupe et tout, etc. Mais maintenant, c'était un défi pour moi de faire cette marque de montre. Parce que là, c'est moi sur le terrain, en train de parler avec des personnes. Oui, venez me rencontrer. Oui, j'ai le meilleur produit, ça, etc. C'est ce que ça va vous intéresser, etc. Donc, ouais, là, je suis en pleine performance. Je suis en mode sur le parquet. J'essaye de montrer qui je suis. Ok. On dit souvent que réussir est un art. En tout cas, sur cette chaîne, moi, c'est ce que je pense. Et l'art des gens. Y a-t-il, selon toi, une bonne et une mauvaise manière de faire de l'argent? Ou est-ce que, peu importe la manière, du moment que ça rentre... Non, je dirais qu'il y a quand même une responsabilité sur l'argent. Tout l'argent n'est pas forcément bon. Il faut avoir une bonne méthode et aussi une méthode qui te ressemble aussi. Tu vois, tu vas pas faire une technique que des personnes font, mais
ça ne te colle pas. Tu vois, ce n'est pas dans ta personnalité. Il y a une certaine passion et se dire, ouais, voilà, moi, je veux faire de l'argent de cette manière-là, à ma manière. Ok. Ouais, voilà. Ok. Alors, je posais cette question-là, car aujourd'hui, et depuis quelque temps, il y a plein d'hommes et de femmes qui créent des OnlyFans, des trucs comme ça et tout. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Est-ce que, ils font de l'argent, mais est-ce que c'est un peu sujet à controverse, mais est-ce que c'est l'entrepreneuriat, parce qu'ils se disent entrepreneurs et entrepreneuses, est-ce que toi, tu les considérerais là-dedans ou Oui, bien sûr. Ouais, aussi. Oui. Ils sont en phase. S'ils sont en phase avec ça, il n'y a pas de problème. Et puis, de toute façon, t'enlèves OnlyFans, c'est comme les actrices de films, films porno, tu vois. Ok, ouais. Ça reste pareil. Ça reste la même chose. Ça reste la même chose. Non, si ils sont en phase avec ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Okay. Hein, c'est leur point de vue. Ils font de l'argent. Qui peut les déranger? Qui peut les juger sur ça? Attends, ils font quelque chose dont il y a des personnes qui payent. À partir de là, qui va juger? Ouais. Ok. Tu ne peux pas juger la personne qui fait OnlyFans. Ok. C'est pas il y en a beaucoup qui le font. mais ils trouvent des clients. Ouais. C'est plutôt aux clients de dire pourquoi tu veux faire OnlyFans? Okay. Pourquoi tu vas dans OnlyFans? Okay. C'est surtout eux le problème. Ouais, c'est surtout eux. Ouais, ok. Sinon, il n'y aurait pas. Parce qu'en fait, ils font que répondre à un marché. Voilà, qui est là, tu vois. Ouais. Il y a l'offre et le besoin, c'est tout. Ils répondent à un besoin. D'accord. Du coup, j'avais encore quelques petites questions à te poser. On va devoir arrêter là. Mais comme tu le sais, moi, je suis photographe. Ouais. Et du coup, il y a mon petit appareil qui est juste ici. Et en fait, le petit rituel de l'émission, c'est de prendre une photo donc, de l'invité. Ouais, bien sûr. Je vais prendre une petite photo de toi. Bien sûr. Et puis, hop, on va terminer là-dessus. Alors, je vais retirer juste ça. Hop. Allez, tac. Avec la montre, bien sûr. Ouais, bien sûr. Une dernière. Super.